Bonsoir, vous êtes sur la télévision nationale. Nos titres, une mission du FMI est à Conakry avec le gouvernement. Il évalue les opérations financières de l'État ainsi que le volume des recettes jusqu'à juin 2016. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Des présumés trafiquants d'appels téléphoniques arrêtés à Conakry, ils sont somaliens pour la plupart et devant nos caméras, ils soutiennent avoir des complices guinéens. La gendarmerie s'est saisie du dossier, les enquêtes sont lancées. Et puis en image, la mosquée d'El-Hadj Omar Tall, elle a accueilli les fils de Dinguiraye en retraite islamique. L'occasion pour les gardiens du temple d'interpeller les décideurs publics sur la dégradation de l'édifice. Bonsoir, merci de choisir la télévision nationale. Ce qui concentre l'actualité ce soir, on va parler de transport. La question était au menu d'une rencontre entre le Premier ministre guinéen et le ministre belge de la Mobilité et des Transports. La Belgique veut aider la Guinée à développer ce secteur après l'échec de plusieurs initiatives gouvernementales. Le point avec Adi Kamara. C'est une délégation belge. Elle est composée d'une dizaine de chefs d'entreprise qui évoluent dans les secteurs de mines, de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures et des transports. La mission flamande du Royaume de Belgique est venue avec des expertises à offrir à la Guinée pour assurer son développement social et économique. Ici, elle a rencontré le Premier ministre chef de gouvernement pour développer certaines activités commerciales et industrielles. On est ici avec des PDG des ports maritimes, mais aussi avec des entrepreneurs flamands, avec une cinquantaine d'entrepreneurs, pour quand même un peu l'avant-garde, parce que c'est une prospection qu'on fait en prospection commerciale, mais on veut revenir pour maintenant avoir les premiers contacts et pour entrepreneurs entre eux, pour avoir des contacts, pour faire des business dans le futur. Ils sont beaucoup plus intéressés au développement du transport portier. Le port les intéresse. Nous savons que le port de Anvers est, disons, le deuxième port mondial, il faut le dire un peu, après le port de Hollande. Nous avons exposé les opportunités qu'ils pourraient rencontrer en Guinée ici pour nous accompagner dans notre développement. Donc nous savons absolument compter sur la Belgique, n'est-ce pas? Et nous savons que ces relations vont continuer à se raffermir et se développer. Comme c'est une mission d'exploration des possibilités d'investissement en Guinée, le Premier ministre Mamadi Yula a tenu à exprimer la volonté de son gouvernement de travailler au renforcement de la coopération entre la Guinée et la Belgique. Il y a énormément de choses à faire ici, puisque au-delà des activités en général, la Guinée dispose, comme vous le savez, d'un très gros potentiel minier qui nécessite beaucoup de logistique. Et en particulier, puisque les produits sont pour l'essentiel orientés vers les marchés étrangers, les marchés extérieurs. Donc à ce niveau, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Il y a des initiatives sur lesquelles nous travaillons. Et c'est sûr que si nous avons des partenaires engagés et motivés et qui ont surtout un savoir-faire dans ce domaine-là, ce sera avec plaisir que la Guinée travaillera avec eux pour jeter les bases de cette coopération économique future. C'est un secteur, je pense, qui peut être un catalyseur de cette coopération et sur lequel, en tout cas, on peut bâtir des choses concrètes, puisque je pense que la base, elle existe. Donc pour je crois, le reste de la coopération, je crois que nous avons déjà beaucoup de secteurs et je me réjouis déjà des conventions que vous avez eu à signer. Je me réjouis de ces actes très concrets dans le cadre de la coopération et vous assure de notre, encore une fois, totale disponibilité à travailler avec vous dans cette direction. Cette mission avait eu déjà des panels avec des opérateurs économiques du pays dans le cadre de l'assistance technique, de la prospection commerciale et de la logistique portière. Je vous l'annonçais en titre, le FMI fait le point des opérations financières et du volume des recettes de l'État. Les travaux se font à Conakry avec un comité gouvernemental. La mission conjointe était ce lundi à la douane et aux impôts. Boubacar Ba.
La Guinée, notre pays, a initié et conclu un programme de réforme économique et financière avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en 2012 pour une durée de 3 ans. Ce programme, financé par ces deux institutions et appuyé par d'autres bailleurs de fonds, s'achemine vers la fin avec la 8e et dernière revue octobre prochain. Les débats ont porté sur l'analyse du tableau des opérations financières de l'État, les repères quantitatifs et les mesures structurelles, les questions d'endettement interne et externe, les réformes menées par le gouvernement dans les secteurs des mines, de l'agriculture, l'énergie, la fonction publique et la gouvernance économique. Avec la direction des impôts, les premiers entretiens ont porté sur la problématique des recettes fiscales à fin juin 2016 et les réformes engagées dans le secteur. À ce jour, les recettes sont de loin dépassées les prévisions grâce à la politique observée par l'administration fiscale en se rapprochant plus du contribuable, mais aussi à l'assister en termes de conseillers sur les méthodes, procédures de facturation et de recouvrement fiscal. Ce qui, du coup, a suscité un engouement chez les privés guinéens, évitant ainsi d'asphyxier leur entreprise sur les risques en la matière. Les discussions se poursuivent avec la mission sur les perspectives de recettes à fin octobre, date butoir du programme. À la direction générale des douanes, les recettes ont dépassé de loin les prévisions initiales d'un peu plus de 202 milliards de francs guinéens. Une aubaine due à la rigueur des autorités dans le traitement des dossiers, l'augmentation de la TVA sur certains produits et la reprise sensible des activités économiques longtemps freinées par l'apparition du virus Ebola. À la lumière des brillants résultats enregistrés par les directions des impôts et des douanes, le gouvernement a jugé utile de relever le niveau des prévisions fiscales et douanières sur certaines rubriques. D'autres rencontres ont eu lieu avec la compagnie des bauxites de Kindia, les donateurs, la société minière de Dinguiraye et les organisations de la société civile. Actualité à l'intérieur du pays, à Sougueta, vous allez le voir, les femmes apprennent à être autonomes grâce à l'appui de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel. Un atelier d'apprentissage des techniques de saponification a mobilisé une centaine de femmes de la localité. Elles se disent prêtes à pratiquer ce métier. Témoignage en images dans ce reportage de Moussa Koumara. Sougueta, au pied du mont Soutou. Ici, une centaine de femmes de la mutuelle de croissance communautaire peut désormais produire diverses qualités de savon. C'est le résultat des 10 jours de formation en technique de saponification initiée par l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel. C'est d'améliorer les conditions de vie et d'existence des femmes, les conditions sociales, par la formation et l'apprentissage. Nous avons toujours pensé qu'en apportant la connaissance et de nouvelles compétences aux femmes, elles pourraient, au fil du temps, s'autonomiser et prendre en charge leur famille. Déjà qu'elles le font sans connaissance, nous pensons qu'avec plus de connaissances, le bien-être est encore meilleur. Pour l'écrasante majorité de ces femmes, c'est la première fois qu'elles suivent une telle formation susceptible d'augmenter leurs revenus. Nous avons trop de problèmes pour supporter les charges familiales. Avec ce métier qu'on vient nous offrir par la grâce du professeur Alpha Condé, nous pourrons nous en sortir. Au niveau des autorités locales, l'on se félicite de cette approche innovante à Sougueta. Une approche qui pourrait contribuer à la réduction de la pauvreté au sein de cette couche défavorisée. Aujourd'hui, que mes femmes sont heureuses d'avoir un métier qui peut les satisfaire. Vraiment, je suis très content et vraiment, je remercie les formateurs. Cette assistance est une des composantes du vaste programme d'appui à l'autonomisation des femmes par la formation et l'apprentissage lancé au mois de janvier dernier à Conakry. Un projet qui concerne la formation de plus de 15 000 femmes en milieu rural et périurbain dans 3 ans. Plus de 3 000 femmes ont déjà été formées à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est fait, plus de 20 ONG se mettent en réseau à Kindia, une ville à fort potentiel économique où le réseautage se développe. L'objectif des initiateurs est de promouvoir des projets d'intérêt social pour un meilleur développement de la cité des agrumes. Mamadou Alpha Baldé. À Kindia, plus de place pour la division. Les ressortissants de la cité de Manga Kindi se mobilisent pour amorcer les bases solides d'un développement et d'une cohésion sociale durable. Fédérant une vingtaine d'ONG, un nouveau bureau de la coordination des associations des ressortissants pour le développement intégré de Kindia est élu.
Il a un mandat de 3 ans et ses ambitions sont multiples. Nous allons faire des tournées dans les collectivités pour recenser l'ensemble des préoccupations sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan humain, afin d'en faire un document de référence nous permettant progressivement de prendre attache avec les mécènes, les bailleurs de fonds, l'État, pour faire en sorte qu'on puisse aider nos collectivités à se développer. La nouvelle équipe a une trentaine de membres. Elle sera dirigée par Kaou Beriti. Chez les populations, la nouvelle suscite l'espoir, celui de voir Kindia devenir une préfecture modèle. Vraiment une bonne opportunité pour les fils de Kindia résidant à l'extérieur, parce que c'est eux qui peuvent aussi nous apporter certains appuis. Mais deuxièmement, c'est aussi nous permettre de faire une synergie d'action. Parce que nous avons des initiatives à Kindia pour le développement, mais si nous n'avons pas les mêmes visions avec ceux qui sont en dehors de Kindia, nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs. Dans ce cas, nous sommes vraiment venus pour les soutenir, mais aussi exprimer notre satisfaction sur cette communion. Pensons que c'est un odème pour que désormais les fils de Kindia se donnent la main. Et eux, ils ont la lourde mission de réunir tous les fils de Kindia pour le développement économique de cette ville qui en a tant besoin. Donc aujourd'hui, je suis très heureux et très fier que ce bureau-là soit présenté, n'est-ce pas, au Kindiaka aujourd'hui. Avec la mise en marche effective de cette coordination, de nouveaux projets sociaux pourraient bientôt sortir des tiroirs. Le bureau entrant promet des résultats dès sa première année de gestion. En image, tout de suite, une campagne sur la lutte contre l'excision, le viol, bref, les violences basées sur le genre. Depuis quelques années, ces pratiques sont récurrentes dans le pays, malgré les efforts des autorités publiques à freiner leur évolution. Des partenaires sociaux veulent intensifier le combat par l'information et la sensibilisation des populations. Voyons tout cela avec nos reporters Moussa Mikini Kamara, Rose et Sowi Nampocho. Disons non aux mutilations génitales féminines et au mariage précoce. C'est le slogan de l'ONG La Fombale qui multiplie les campagnes de sensibilisation porte à porte à Conakry. Une action qui vise à accompagner les efforts du gouvernement guinéen dans la lutte contre les pratiques nuisibles à la santé de la couche féminine. Les inconvénients de l'excision se basent sur plusieurs niveaux. Par exemple, il y a des femmes au niveau de l'accouchement qui ont des difficultés. Il y a des femmes qui, pendant même l'excision, prennent des infections. Il y a les enfants au niveau de l'excision, surtout au niveau des exciseuses, qui utilisent les mêmes outils. Cela peut apporter des maladies. Pratique, quoi qu'elle soit séculaire, n'est-ce pas, si il a été prouvé qu'elle a des nuisances pour le développement humain, elle a des nuisances pour l'humanité en tant que telle, n'est-ce pas, doit être complètement combattue. Depuis plus de 3 décennies, Dr Maurice Sanda Kouyaté mène un combat pour l'abandon de ce fléau. Le directeur exécutif du comité interafricain de la santé féminine suggère des solutions. Pour éliminer totalement les mutilations génitales féminines en Guinée, il faut qu'on continue à sensibiliser, qu'on continue à faire le plaidoyer, que l'on applique la loi, que l'on reconvertisse les exciseuses en les insérant dans des systèmes de microcrédit ou en tout cas tout système qui les revalorise, que l'on soigne, que l'on détecte et que l'on soigne les personnes, des femmes qui sont déjà victimes de cela et qui souffrent dans l'anonymat, en sourdine. Ensuite, que l'on travaille, cinquièmement, que l'on travaille en réseau, que tout le monde se donne la main. En novembre 2014, le ministère de l'Action sociale a favorisé la mise en œuvre du programme sectoriel et communautaire pour éradiquer ces fléaux, l'excision, le viol et la violence basée sur le genre. Actualité nationale, arrestation à Conakry de présumés trafiquants d'appels téléphoniques internationaux. Les personnes interpellées sont somaliens de nationalité devant les caméras. Elles les opéraient à Conakry depuis des mois avec la complicité d'amis guinéens. Des enquêtes sont en cours pour plus d'éclairage. Pendant ce temps, l'autorité de régulation des postes et télécommunications a mis les présumés trafiquants à la disposition de la gendarmerie. Mamadou Saluba suit pour nous ce dossier. Une opération de routine pour les techniciens de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Résultat, 2 installations clandestines d'appels internationaux vers la Guinée sont démantelées
dans les quartiers de Kapororaï et Konkasseur. Les fraudeurs de nationalité somalienne opèrent à Conakry depuis plusieurs mois en complicité avec des Guinéens. Il travaille, son patron se trouve actuellement en Angola et pour le moment il dit qu'il ne sait pas combien de minutes il a écoulé sur le trafic et qu'il est là juste dans ce cadre de travail. Le trafic d'appels téléphoniques détériore la qualité des services réseau mobile et occasionne d'énormes pertes pour l'État et les opérateurs de téléphonie. En Guinée, la fraude est généralement constatée sur les appels en provenance de l'Angola. Les services techniques nous ont appelés au bureau pour nous dire qu'ils ont reçu des signaux au niveau de Amdalaï et c'est ainsi qu'ils sont rendus sur place. Et sur place, nous avons rencontré, on n'a pas eu de difficulté pour rentrer parce que le signal était très fort. On a rencontré ce Somalien qui est là et qui vient de Angola. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'étape où nous parlons, nous avons déjà eu 3 cas et qui remontent toujours sur le réseau angolais. Et de ce que je peux vous dire, que nous allons rentrer en contact avec le régulateur de l'Angola pour que nous puissions retracer complètement ce réseau. Pour éradiquer le trafic d'appels internationaux vers la Guinée, l'ARPT a lancé il y a 3 mois une opération antifraude. À Kagbeli, en banlieue de Conakry, des partenaires turcs offrent un lot important de fauteuils roulants et vivres aux personnes handicapées. La remise s'est faite en présence des autorités du ministère de l'Action sociale. Compte rendu, Mohamed de Camara. Des fauteuils roulants, du riz et des habits pour des personnes handicapées de Kabylie dans la préfecture de Dubreka. C'est un geste des partenaires turcs qui vise à soulager ces personnes à mobilité réduite, surtout en cette période de grande pluie. Nous sommes considérés comme étant la couche la plus démunie, la plus pauvre. Toute institution qui viendrait à notre aide à travers des dons en denrées alimentaires et matériel roulant, ce serait vraiment la bienvenue. Et nous le saluons. Et je souhaiterais aussi que d'autres institutions battent le pas aux donateurs. Ce geste humanitaire réjouit les autorités du ministère de l'Action sociale. Nous sommes en train de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de protection et de promotion des groupes vulnérables. La Citadelle aussi, grâce à l'appui de son partenaire Time to Help, nous ont appuyé à travers ces dons que vous voyez aujourd'hui, des fauteuils roulants, des balles de friperie et de riz. Donc c'est quelque chose qui nous refait plus de titre, puisque nous sommes toujours là en train de tout mettre en œuvre pour que les conditions de vie des personnes handicapées soient améliorées. Ces partenaires turcs ne sont pas à leur premier geste. Ils ont apporté d'autres assistances à plusieurs orphelinats de la capitale et de l'intérieur du pays. Et puis à Tintinwoulé, une commune rurale de Kankan, le centre de recherche et de documentation environnementale est en campagne de sensibilisation sur les conséquences de la déforestation. L'opération concerne les acteurs de la chaîne de fabrication du charbon, une activité très développée dans la région, pendant que les experts en environnement sont inquiets. Reportage de Younous Atawel Kamara, Moussa Bangoura. Banankouda, dans la commune rurale de Tintinwoulé à Kankan, est un district réputé dans le commerce du charbon. Une pratique qui entraîne la destruction de l'environnement, mais également le tarissement des sources d'eau. Pour éradiquer ce phénomène dans la localité, le Centre de recherche et de documentation environnementale de la Haute-Guinée s'est engagé dans un vaste programme de sensibilisation des populations riveraines. Une sensibilisation axée sur les dangers liés à la déforestation et la carbonisation. La base de la carbonisation, c'est le bois. C'est-à-dire c'est le bois frais qu'on brûle. Donc, qui contribue à la destruction de l'environnement. Nous sommes arrivés ici pour faire l'étude du métabolome, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui composent le comportement, les compartiments biologiques. L'ensemble de tous ces éléments. Et établir la relation entre tous les aspects qui contribuent à une hydrographie, à une hydrologie véritablement que les paysans peuvent profiter. Cette conférence d'information et de sensibilisation a permis aux populations de Banankouda de cerner les méfaits de la déforestation. Si aujourd'hui nous avons reçu cette mission pour la sensibilisation
de la culture de l'anacarde et mettre fin à la carbonisation. Vraiment, nous remercions vivement le chef de l'État pour nous appuyer. Cette mission qui est venue aujourd'hui, nous sommes très fiers et nous sommes très contents. Cette campagne s'étendra sur l'ensemble des préfectures de la savane, largement affectées par la dégradation de l'environnement. Je vous amène en région forestière à Macinta. La filière bois de la préfecture vient de reboiser 5 hectares, une activité annuelle depuis l'installation de la Fédération nationale de la filière bois qui se fixe pour défi la remise à niveau du couvert végétal de cette petite ville du sud du pays. Éclairage en images avec Mamadou Alpha Baldé, Falilou Diallo. Non loin de ces jeunes plants de l'année dernière, la filière bois de Macinta entame sa campagne de reboisement 2016. Plus de 2000 plants sont mis à terre sur 5 hectares. Différents sites sont ciblés, des têtes de source, berges de cours d'eau et autres espaces de nudité sont restaurés. Cette zone que vous voyez, c'est une zone qui a été dévastée par les miniers clandestins. Alors lorsqu'on s'est mis à la recherche de domaines à reboiser, on est tombé sur ces sites. Et les paysans de Kouanka ont été très gentils, très larges avec nous. Ils nous ont donné un vaste domaine où nous pouvons faire 7 ans, 8 ans en train de reboiser sans tout. C'est un engagement que nous avons pris au niveau de l'État. Dire, laissez-nous couper en compensation un plan, un arbre coupé va être remplacé par 10 plants. Le site où nous nous trouvons se trouve répond réellement aux instructions et aux recommandations que Madame la ministre a eu à donner aux techniciens et aux acteurs de la filière bois. Ici, nous sommes à quelques mètres du fleuve Diani. Donc nous sommes à la berge du fleuve Diani. Le succès de ces opérations de reboisement repose principalement sur l'entretien et la protection des périmètres reboisés. À Macinta, la question est déjà étudiée par la filière bois. Pour cette année, la Fédération nationale des professionnels de la filière bois entend restaurer plus de 200 hectares dans 24 préfectures. Fin à Conakry de l'Assemblée ordinaire du Crédit rural de Guinée, l'institution de microfinance a mobilisé récemment au Palais du Peuple responsables et agents de terrain, l'occasion d'échanger sur le fonctionnement de l'institution, comme le montre ce compte-rendu de Seydou Bandiaï. Présente dans presque les 303 sous-préfectures de la Guinée, le Crédit rural de Guinée regroupe l'ensemble de ses délégués à l'intérieur du pays. C'est l'Assemblée générale ordinaire, la première institution de microfinance du pays. Des questions liées à son fonctionnement sont débattues. Le Crédit rural, qui est le plus grand réseau de microfinance de Guinée, a été sérieusement confronté au problème de la maladie hémorragique à virus Ebola en 2014 et en 2015. Aussi, on a été aussi victime de quelques troubles liés aux manifestations politiques lors des élections, étant entendu que nous sommes présents sur l'ensemble du pays. À chaque fois qu'il y a un incident quelque part, c'est un associé du Crédit rural ou une caisse du Crédit rural qui se trouve être victime. Donc on a été sérieusement perturbé par ces événements extérieurs, ce qui fait que l'activité s'est contractée pendant ces années. Mais sur 2016, nous sommes en train de reprendre les choses. La dernière rencontre de ce genre s'est tenue en 2012. Ici également, le passage du virus Ebola en Guinée a affecté les activités. Malgré tout, on réaffirme la solidité de l'institution. Tous les actionnaires se retrouvent pour échanger et connaître comment évolue notre institution sur le plan des indicateurs, comme vous l'avez vu, et sur tous les aspects sociaux aussi. Malgré l'Ebola qui nous a sévi tout le pays, mais on a réussi quand même à surmonter les étapes. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu merci. Avec 100 milliards de francs guinéens d'encours crédit et plus de 135 milliards de francs guinéens d'épargne, le Crédit rural de Guinée se positionne comme la plus importante institution de microfinance du pays. C'est officiel, l'Africa Consulting Group lance ses activités à Conakry, un cabinet spécialisé dans le renforcement de capacités des jeunes diplômés en technique de recherche d'emploi par exemple. Ses responsables se fixent pour défi d'encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes. Souleymane Kamara est allé à leur rencontre, suivant son reportage. L'entrepreneuriat en vogue chez les jeunes à Conakry. Pendant que plusieurs diplômés rêvent d'intégrer l'administration publique,
D'autres se fixent un défi, être leurs propres patrons. Nos valeurs sont de plusieurs niveaux. Nous avons la créativité qui est là, nous avons l'engagement, la réactivité, l'amélioration continue, l'équité et la culture client. Mamadou et son équipe procèdent au recrutement de jeunes diplômés évoluant dans diverses spécialités. La structure est spécialisée par exemple dans le recrutement, la formation et les audits. L'initiative vise notamment à outiller les jeunes postulants en technique organisationnelle afin de mieux les préparer à un éventuel test de recrutement. À chaque fois que nous avons à satisfaire un partenaire, un client en termes de ressources humaines, nous remarquons que les compétences ne coïncident vraiment pas avec les exigences du poste. Donc nous avons décidé de mettre une structure de formation en place. Parmi les modules que nous présentons, c'est des modules vraiment liés à la gestion et au développement de l'entreprise. Chaque jour, une dizaine de diplômés fréquents se sentent dans l'espoir d'avoir des connaissances en technique de recherche d'emploi. J'ai vu sur le net les appels d'offres d'Africom. Je n'ai pas pu tarder, j'ai rapidement fait les documents pour venir déposer. Actuellement, sur la recherche d'emploi en Guinée, ce n'est pas du tout facile. Dans un pays où la concurrence se développe en termes de recherche du premier job, depuis son installation en Guinée, le groupe se fixe pour objectif principal être l'interface leader entre les entreprises et les jeunes chercheurs d'emploi. Je vous emmène voir l'un des grands édifices historiques du pays, la mosquée d'El Hadj Omar Tall, où s'est tenue récemment la retraite islamique de Dinguiraye. Le temple construit par ce érudit et souverain musulman, fondateur de l'Empire tout couleur, se dégrade. Vous allez le voir. Et nos reporters Habib Cham, Khalifa Keita ont approché certains de ses gardiens. Ils nous rapportent des messages assez interpellants. Regardons ensemble. La grande mosquée d'El Hadj Omar Tall, patrimoine de l'UNESCO, ce grand symbole religieux de la Guinée a ses propres contraintes, celles de son entretien périodique. Pratiqué au quotidien par des centaines de fidèles, l'édifice affiche peu à peu les marques de son ancienneté. On n'a pas de budget, mais nous sommes en train de voir comment venir vers les autres qui vont pouvoir nous donner la chance d'avoir un budget pour entretenir cette mosquée. Une des attentes du pays vient d'être comblée ici, la retraite islamique pour une Guinée unie et orientée vers le développement. Une tradition dans cette ville sainte dont le principal joyau force le respect de tous les gouvernements qui se sont succédés. Je suis heureux d'être là, puisque cette grande mosquée, c'est l'un des prédécesseurs du professeur Alpha Condé qui l'a construite. Et j'ai pris part à la construction de cette mosquée. Mais cette mosquée vivra au-delà de vous et de moi. Ça fera des centenaires. Alors, il faut travailler pour son pays et laisser des traces. Donc, tout ce qui peut contribuer au rayonnement de Dinguiraye, je suis pour. Comme la mosquée d'El Hadj Omar Tall et celle de Faisal, plusieurs autres espaces de culte du pays font face au défi de la restauration. Décédé il y a 2 semaines environ, Papayans est encore dans les esprits des Guinéens. Un hommage lui a été rendu par les hommes de culture du pays, un milieu qu'il a pratiqué durant des dizaines d'années. Le musée national a mobilisé plusieurs de ses amis. Moment intense et plein d'émotions. Mohamed Trois Camara. Sikou Yansane, alias Papayans, s'est éteint à l'âge de 47 ans. Il fut le manager du célèbre groupe traditionnel de danse Les Étoiles de Boulbini, originaire de Bennawalia dans la préfecture de Forêt-Caria. Ce grand nom du showbiz guinéen était réputé pour son sens de responsabilité et surtout sa capacité de rassembleur. Ses œuvres restent encore dans tous les esprits. La famille, par ma voix, remercie infiniment le président de la République et les membres du gouvernement qui l'avaient suivi du moins. Alors donc, nous disons, sa pauvre famille qui est devant nous, les enfants, sa veuve, sa vieille maman, est un lourd fardeau qui revient à chacun qui avait aimé cet homme de son vivant. Nous devons nous en occuper. Papayans n'a cherché que des amis, il n'a pas cherché de l'argent. Il n'a cherché que des amis.
Moi, je suis un intime ami à Papa Yance. C'est quelqu'un que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Il m'a donné le nom de son enfant. C'est pour toujours pérenniser cette amitié, cette alliance. Désigné comme manager des Étoiles de Boulbini en 1994, Papa Yance a élaboré une bonne stratégie de communication. Cette stratégie a vulgarisé les actions du groupe. Résultat, 3 albums sont enregistrés entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Des œuvres qui ont connu la participation de Petit Condé Ansman Camara, Youssou N'Dour du Sénégal et Bonkana Maïga du Mali. Si je ne venais pas ici aujourd'hui pour témoigner pour Papa Yance, j'allais le regretter toute ma vie. Parce que en 30 ans dans le milieu culturel, j'ai jamais connu une personne sincère, directe, entière comme Papa Yance. Ce grand meneur d'hommes nous quitte en laissant derrière lui une famille de 4 enfants et 3 albums dont entre autres Roi Mali de 1997, Garafri de 1998 et Contrôlé de 2004. En bref, la RTG est en deuil. Laï Traoré, chauffeur à la RTG Coloma, est décédé ce lundi 29 août des suites d'un arrêt cardiaque. Le défunt est arrivé à la RTG en 2006, d'abord comme chauffeur du directeur de la télévision nationale avant d'être admis dans le groupe des chauffeurs de la RTG. Aimable, serviable, Laï Traoré avait le sens de l'équipe très développé. Il était le compagnon que les reporters recherchaient sur le terrain. Il laisse derrière lui 5 enfants et une veuve éplorée. Repose en paix, cher ami. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Gendembu, Nongoa, Fangamadou et partout à Gekedou. Bonsoir.